Alors historiquement, dans les années 1940 à 1980, le monde du travail était bien différent. Nous avions à l'époque une séparation claire entre le travail de conception et celui de fabrication, et le travail dans les usines se faisait à la chaîne. Les tâches étaient répétitives et aliénantes, et l'employeur exerçait un très fort contrôle par le biais du minutage des temps et des mouvements. Dans ce contexte-là, aucune autonomie n'était laissée aux travailleurs et il n'y avait pas de place non plus là pour l'utilisation de leur créativité ou de leur sens de l'innovation. Par contre, c'était un compromis. En échange d'un emploi stable chez un même employeur, on avait un emploi plate, mais par contre, les conditions de travail s'amélioraient énormément, c'est-à-dire on a diminué les heures de travail, on a amélioré les salaires et on s'est doté également de congés, de vacances, ainsi que de régimes d'assurance et de retraite, en plus d'avoir mis en place des dispositions pour une meilleure santé et sécurité du travail. Donc, en échange d'un travail aliénant, c'était ça le compromis, on avait accès à la consommation par la hausse des salaires, aux protections sociales et la sécurité d'emploi, ce qui faisait en sorte qu'on se réalisait à l'extérieur du travail parce qu'on fondait des familles, on avait accès à la consommation et ainsi aux loisirs. Le contexte a énormément changé depuis. À partir des années 1980, on constate la mondialisation et la libéralisation des échanges commerciaux. Les conditions de travail dans les pays émergents sont nettement moindres qu'ici, si bien qu'on est dans un environnement qui est nettement plus compétitif. Il y a eu des réglementations et dans tout ça, il y a eu également des changements technologiques qui ont été majeurs. Pour s'adapter à ce nouveau contexte-là, les employeurs ont utilisé toutes sortes de moyens, dont les plus importants sont notamment la délocalisation, la précarisation des emplois par la demande constante de flexibilité à outrance, la sous-traitance et de nombreuses concessions dans les conditions de travail lorsque venait le temps de renouveler les conventions collectives. Finalement, dans tout ce contexte-là, on a également vu des nouvelles approches en gestion des ressources humaines. Bref, cette période-là a marqué la fin du compromis qu'on a vécu au cours des 40 dernières années qui ont précédé. Dans le secteur public, ceci s'est manifesté par la remise en question du rôle de l'État. On a diminué constamment les ressources avec les politiques d'austérité que les gouvernements ont adoptées dans les dernières décennies. On a déréglementé, on a augmenté la sous-traitance, la privatisation ainsi que la tarification et on a constaté également des nouvelles approches en gestion qu'on a appelées la nouvelle gestion publique. Cette nouvelle gestion publique-là ou cette approche managériale-là se caractérise par une gestion par résultat. On se donne des cibles de performance et on adopte des méthodes d'optimisation qu'on appelle couramment le lean management. Également, ceci fait en sorte que les employeurs ont maintenant une reddition de comptes à faire, nos gestionnaires ont des comptes à rendre et ça va reposer aussi sur le dos des travailleurs. Et la préoccupation dans un modèle de gestion comme celui-ci est axée nettement plus sur la réduction des coûts et ce, au détriment de la qualité des services. Tout ce contexte-là va faire en sorte qu'on va à l'encontre de la mission de l'État pour lesquelles cet État-là avait été instauré dans les années 60 et plus tard, c'est-à-dire une justice sociale, de l'équité et du bien commun. À travers tout ça, nos employeurs se sont mis à avoir de nouvelles exigences au niveau de la qualité et des caractéristiques des travailleurs. On exige davantage de mobilité, de polyvalence, de créativité, de sens de l'initiative, une capacité à innover, une grande disponibilité et surtout, on rend les travailleuses et travailleurs nettement plus responsables et imputables du travail qui est fait. Et au final, on exige de tes travailleurs et des travailleuses de s'adapter constamment à toutes les situations ou à tous les imprévus. Depuis les années 2010, ceci s'est accentué. Les employeurs exigent maintenant que le travail constitue la dimension centrale de la vie d'un travailleur. Donc, le travail ne devrait plus être un lieu simplement pour gagner sa vie, mais un lieu de réalisation de soi et de ses aspirations personnelles. Donc, le travail sert à réaliser son identité au travail. Dans ce portrait, il n'y a aucune prise en compte de la capacité des travailleurs et travailleuses à satisfaire à ces nouvelles exigences. Pour la culture dominante, pour nos gestionnaires, si on veut, on peut. Mais ces mutations du travail-là ont des conséquences majeures au niveau des conditions de travail. On constate du stress, de l'épuisement, des dépressions et surtout une impression qu'au final, ce qui arrive, c'est de ma faute. Si le travail si j'atteins pas mes exigences, c'est de ma faute. Si j'atteins pas un seuil de qualité, c'est de ma faute. Et si j'atteins pas les cibles de performance que mon gestionnaire me demande, c'est aussi de ma faute. Dans le secteur public, ceci se manifeste par une surcharge de travail à 3 composantes, c'est-à-dire que le travail est de plus en plus complexe, les codes qu'on a à gérer, autant les élèves que les patients, sont de plus en plus complexes. Tout ça dans un contexte de manque de ressources à cause des politiques d'austérité que j'expliquais tout à l'heure, et aussi parce que, à cause de la reddition de comptes amenée par la nouvelle gestion publique, on nous exige de plus en plus de tâches administratives, de remplir des statistiques, des données, d'expliquer combien de temps on a mis à tel patient ou à tel élève, etc., etc.
La nouvelle technologie permet également une augmentation du contrôle par les employeurs qui vont nous imposer des façons de faire, alors qu'avant, nous avions davantage d'autonomie à ce niveau-là. Si bien qu'au final, on constate dans nos milieux de travail une perte d'autonomie. Le tout aboutit à un conflit de valeurs. Qu'en est-il? C'est qu'on va être déchiré entre ces exigences-là administratives qu'on nous impose et par notre obligation de loyauté qu'on est obligé de satisfaire. Et on veut en même temps offrir un travail de qualité, donc d'un souci de répondre aux besoins des gens à qui on adresse des services. Et on a évidemment, et c'est un réflexe tout à fait normal, on veut protéger sa santé. Dans un contexte donc où on manque de ressources et où le travail se complexifie, on va être déchiré entre ces trois pôles-là et au final, on va aboutir malheureusement à une perte de sens au travail qui est vécue par de nombreux travailleuses et travailleurs dans le secteur public. Ces problèmes-là, ce stress, en fait, tous ces problèmes que je viens d'évoquer sont malheureusement vus par nos gestionnaires comme non pas un problème d'organisation du travail ou d'effritement des protections sociales, mais vu comme un problème d'adaptation de chacun des individus. On dit le contexte est devenu difficile, mais c'est à toi, travailleuse, travailleur, de t'adapter à ce nouveau contexte-là. Et si tu n'y parviens pas, c'est ton problème, c'est donc un problème qui est individuel. Ça nous place donc dans une situation de mode survie. C'est-à-dire que si effectivement c'est de notre faute et que c'est un problème individuel, alors on va trouver des solutions individuelles. Par exemple, je vais aller suivre une thérapie, je vais prendre des médicaments comme des antidépresseurs ou des anxiolytiques, ou si je m'entends bien avec mon employeur, je vais lui demander des congés ou un allègement de mon horaire et je vais réduire mes heures de travail en travaillant en temps partiel. Et même pire, on a constaté des travailleurs et travailleuses qui prennent des congés pour travailler. Une compétition s'instaure et s'installe aussi entre les travailleuses et travailleurs parce qu'avec les cibles de résultats qu'on a atteints, on va se surveiller l'un l'autre en disant « As-tu atteint tes résultats? Est-ce que tu as été performant? » etc. Donc, il se crée une forme de compétition qui rend nos milieux de travail beaucoup plus toxiques. On constate également un repli identitaire et une désolidarisation avec les autres catégories de travailleurs et malheureusement, nous constatons dans nos milieux de travail, plusieurs abandonnent malheureusement la profession. Ce qui est vu comme un problème individuel n'en est pas vraiment un. C'est un problème collectif, c'est un problème sociétal où, dans notre société, on exige des rendements de plus en plus élevés, des normes de plus en plus élevées, et on ne semble pas avoir de limites, on ne semble pas vouloir s'imposer de limites comme travailleuses et comme travailleurs, alors que nous sommes des êtres humains et nous avons de telles limites. Mais nos milieux de travail nous poussent à nous dépasser constamment et les gestionnaires développent un discours à l'effet que si on atteint nos objectifs, si on atteint les cibles de performance, on va se réaliser au travail et on va avoir une meilleure reconnaissance. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se produit. Pourquoi est-ce que nous en sommes là? On a fait des recherches et on a constaté que la valeur réservée aux travailleurs et aux travailleuses au travail, chez les travailleurs et travailleuses du Québec, 75% estiment que le travail est soit la valeur la plus importante de leur vie ou du moins une des plus importantes, ce qui est un changement considérable par rapport aux années 40 à 80. Et quand ensuite on leur demande à ces mêmes travailleuses et travailleurs-là, pourquoi est-ce que tu travailles? On en est maintenant à 42% qui disent travailler pour l'argent et à près de 40% qui nous disent, moi je travaille pour me réaliser sur le plan personnel, pour la reconnaissance que ça donne et également pour le prestige, ce qui est aussi un changement majeur par rapport aux années antérieures. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? La pyramide des besoins de Maslow peut amener certaines explications, c'est-à-dire que comme dans les années 40 à 80, je l'expliquais tout à l'heure, nous avons graduellement amélioré les conditions de travail, si bien que les besoins de base, comme le besoin de manger, dormir, d'avoir des protections au niveau de l'emploi et d'avoir des formes de congés pour satisfaire nos besoins sociaux, tout ceci a été satisfait dans la mesure où on a pu améliorer nos conditions de travail. Maintenant, quand on regarde la pyramide, plus on satisfait les besoins inférieurs, plus on va être tenté de satisfaire des besoins supérieurs comme de reconnaissance et d'estime. Et c'est ce qu'on constate dans les recherches qui ont été faites. Donc, tout ça soulève des défis et des opportunités pour le mouvement syndical et évidemment pour les travailleuses et travailleurs qui en font partie. Notamment, on a vu la surcharge de travail, l'intensité du travail. On devra négocier des dispositions pour protéger les travailleuses et travailleurs contre l'envahissement du travail qui s'impose aujourd'hui. Et surtout, comme on a pu le voir avec les nouveaux modes de gestion, de développer une nouvelle approche, c'est-à-dire de passer d'une vision marchande à une vision civique et humaine des services de l'État en lien avec sa véritable mission, avec au final, on l'espère, retrouver enfin un sens au travail. Tout ceci a un lien direct avec le congrès que nous venons de venir à notre centrale
où on a misé beaucoup sur l'action collective pour changer nos milieux de travail et surtout pour proposer collectivement une vision humaine du travail qu'on accomplit au jour le jour. Et pour ça, on s'est donné une démarche en 4 étapes. La première étant, si on veut se mobiliser, si on veut passer à l'action, il faut d'abord comprendre ce qui nous arrive. Ensuite, réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut comme condition d'exercice du travail? Qu'est-ce qu'on veut pour sentir que le travail fait une différence auprès des gens à qui on donne des services? Et au final, quand on aura réussi à identifier ce qu'on souhaite, on pourra à ce moment-là choisir les actions à mettre de l'avant et agir pour changer nos milieux de travail. Ces actions vont se jouer à plusieurs niveaux. Il faut en même temps changer l'organisation du travail et également les modes de gestion, parce que ce sont les modes de gestion, comme on l'a vu, qui causent des problèmes d'organisation du travail. Et au final, tout ça est dû à un mode de gestion et à une vision politique des services publics qu'on ne partage pas. Donc, en conclusion, les problèmes que l'on vit dans nos milieux de travail ne sont pas liés à des difficultés d'adaptation personnelle. Ils sont liés à l'organisation du travail, qui sont liés à des modes de gestion et au final à une vision marchande plutôt que civique et humaine des services à rendre à la population.